Donc notre invité d'honneur aujourd'hui, c'est Pascal Gana. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais quand même rappeler un peu, on va dire, ses faits d'armes. Pascal a été quand même le chef de cabinet de Jean-Marie Le Pen de 88 à 92, ce qui n'est pas rien. Jean-Marie Le Pen n'est plus notre président, mais je pense que comme moi, vous avez toujours beaucoup de respect pour lui. Un peu, mon peu. Moi aussi. C'est toujours le président. Ensuite, Pascal a été conseiller régional du Pas-de-Calais de 92 à 98 et c'est actuellement notre vice-président au conseil régional des Pays de Loire. Donc je suis toujours fidèle, il est déjà venu à Saint-Nazaire, je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà rencontré. Je suis venu pendant les régionales. Oui, c'est vrai, tout à Une fait. grande salle. Soutenir Gauthier, Et à Trignac pour soutenir Gauthier. Tout à fait. C'est chaud. Nous avons parmi nous des conseillers municipaux de Paimboeuf. Nous avons des militants de la Baule. Enchanté de vous voir. Ça fait toujours plaisir. Nous avons décidé d'orienter plus particulièrement cette réunion sur l'union des droites. L'union des droites à Saint-Nazaire et ailleurs. Bon, il y a des questions. Est-ce que l'union des droites est nécessaire? Est-ce qu'elle est possible? Est-elle possible aussi à Saint-Nazaire? Ce qui nous intéresse ici quand même. Bon, notre électorat, vous savez très bien, les sondages le prouvent que l'électorat du Front National a toujours été partisan, d'accord, avec la droite, on va dire, traditionnelle, quoique là aussi il y a différentes droites, mais enfin bon. On parle de Debout la République avec Dupont-Aignan, on parle de nos amis du Sienne avec Karim Moutchik, etc. Et quelques représentants des Républicains, avec qui nous avons des rapports, on va dire, cordiaux, surtout à la région. Pas tellement à Saint-Nazaire pour le moment. Mais par contre, je pense que cette année 2018 est importante. Je trouve que beaucoup de choses sont à changer. Le 27 mars dernier, nous avons assisté pour soutenir Pascal, présent ici, à une réunion organisée par Anjou Conférence, donc à Angers, où il y avait des gens très bien. Il y avait Robert Ménard, le maire de Béziers. Il y avait donc sa femme Emmanuelle Ménard, qui est toujours députée à l'Assemblée nationale. Il y avait Marie-France Leroux, qui, j'ai demandé à Pascal qui était, parce que je ne connaissais pas trop, qui me dit qu'elle est la remplaçante de Bompard. Bompard, si vous vous souvenez de lui, c'est quand même un ami, bon, il n'est pas au Front National, mais enfin, l'ami où on était très très proches à une époque. Il y avait Karim Moutchik aussi, le patron du Ciel. Il y avait Jean-Frédéric Poisson, quand même, qu'il ne faut pas oublier, qui est le président du Parti chrétien-démocrate, et je pense que tu connais, Pascal, plus particulièrement. Et en vidéo, avec les mêmes questions qui ont été posées aux conférenciers, avec Thierry Mariani. C'est pas n'importe quoi, Thierry Mariani. Thierry Mariani, tu ne connais pas? Ah bon, il a été ministre. Il est ministre, oui. Il était chez les Républicains, il a pris un peu de distance. Pas loin de nous rejoindre. Bon, il y a d'autres convergences qui se font actuellement. Il y a notre amie conseillère régionale, Edith Diaz, qui est conseillère régionale en Nouvelle-Aquitaine, qui elle a réussi en passant au-dessus des partis. Là, je viens de dire une connerie parce qu'au-dessus des partis, oui, le terme peut être mal compris. Qui, sans autorisation des partis, a réussi à créer des convergences avec des républicains, donc des LR, avec des gens de Debout la France. Donc on s'aperçoit que peu à peu en France, même sans l'autorisation de nos partis respectifs, on est capable de discuter. J'ai bien dit de discuter, on n'a pas dit qu'il y a des accords obligatoirement, il y a obligatoirement qui se font. Mais je pense que c'est une bonne initiative. Surtout si nous voulons en finir avec les socialistes. Ici à Saint-Nazaire, nous savons ce que c'est, les socialistes. Si on veut prendre demain les municipales, les départementales, les régions, je ne représente que moi, mais enfin j'ai l'impression, je vous dis carrément, que je ne pense pas que le Front National seul soit capable de changer les choses. Bon, je vous dis bien, c'est mon opinion personnelle. Pascal vous représentera, Gauthier pourra en discuter. Vous-même, vous pourrez dire ce que vous pensez sur le sujet. Moi, je vais vous dire, regardons ce qui se passe à Saint-Nazaire. Hier, non, c'est avant-hier, je pense, ce qu'on appelait le centre droit de Saint-Nazaire,
Donc l'opposition municipale, soi-disant de Saint-Nazaire, vient de conclure un accord avec les représentants de En Marche, donc les macronistes, pour présenter une liste au municipal à Saint-Nazaire. Quand on sait que Samzin, notre maire, a voté déjà 2 fois, dès le premier tour, pour, comment il s'appelle, Macron, on peut s'attendre presque qu'il y ait presque un accord entre une partie des socialistes à Saint-Nazaire, En Marche, et ce qu'on appelle les centristes. Enfin, pour moi, les centristes n'appartiennent pas à la droite, quoi. Bon. À Saint-Nazaire, c'est vrai que nous avons les capacités militantes d'organiser une liste purement Front National. Nous avons commencé, déjà Gauthier à, je crois, 17 engagements de gens qui sont d'accord pour rentrer avec nous dans une liste municipale à Saint-Nazaire. Moi, ce que je demande, est-ce que c'est nécessaire et est-ce que c'est vraiment constructif? On va présenter une liste seul Front National. Donc on va diviser toute la droite à Saint-Nazaire. On aura des voix, on a fait combien aux dernières élections? 14. Enfin avec 14%, on ne tiendra jamais la mairie. Hein? Si la droite présente une liste, une droite, je ne sais pas, qui est posée à représenter un républicain aussi, on n'aura pas la mairie de Saint-Nazaire. Donc est-ce qu'il n'est pas, dès maintenant, je n'ai pas dit de faire des accords, de commencer à discuter avec les représentants des citoyens non inscrits, ou même avec les représentants de la droite qui les acceptent. Le problème après, ça sera d'établir une plateforme commune, ce qui ne va pas être très simple, je pense. Si, ça devrait se faire, ouais. Sur la gestion municipale, ça pourrait se faire. Quoique même la droite ici est très timorée, hein, vous savez. Bon, bah écoutez, nous pourrons discuter de ça en deuxième partie. Je vais passer la parole à Gauthier qui va vous faire un petit topo de ce qui se passe sur le secteur. Et ensuite, bah, Pascal vous présentera des choses beaucoup plus importantes. Merci à vous d'être là. Merci Jean-Claude pour ces paroles optimistes et encourageantes sur l'avenir des idées vraiment nationales en France, sur l'avenir des idées vraiment patriotes en France. Effectivement, nous devrons préparer ce chantier exigeant et éprouvant des élections municipales. C'est dans 2 ans, mais en réalité, dans 2 ans, c'est demain. Et c'est pour ça que nous préparons d'ores et déjà le terrain. Il faudra bien sûr réfléchir à la stratégie. Et il faudra réfléchir au rassemblement le plus large et le plus sincère possible avec des forces et des individualités qui ne sont pas Front National et à qui nous ne demandons pas de prendre la carte du Front National, mais à qui nous disons, si vous voulez battre David Samzin en 2020, et si vous ne voulez pas d'une espèce de conglomérat à la mairie Modem En Marche, eh bien il y a un bulletin de vote qui aura comme parmi ses forces le Front National et sans doute d'autres forces et sans doute d'autres individualités, parce que c'est ça la véritable logique du rassemblement. Ce que Jean-Claude a dit et ce que Pascal a fait il y a quelques jours en prenant la parole à Angers vous montre que nous sommes dans une dynamique que nous dénient les médias. Parce que quand des hommes comme Thierry Mariani, ancien ministre, quand des hommes comme Jean-Frédéric Poisson, ancien candidat à la primaire de la droite et du centre, disent qu'il ferait bien un chemin commun aux côtés de Marine Le Pen dans une liste de rassemblement, par exemple aux élections européennes. Si des hommes comme cela veulent nous rejoindre maintenant, c'est donc bien que nous ne sommes pas en phase descendante, sinon quel intérêt aurait-il à nous rejoindre? Cela vous montre bien que le discours médiatique sur la panne du FN, l'éternelle polémique sur le débat que nous ne voulons plus avoir parce que nous sommes fiers de notre candidate, eh bien ces polémiques, ces débats n'ont pas lieu d'être parce que la phase actuellement est ascendante. Nous montons dans l'opinion publique, nous montons dans l'attente des gens, nous montons, comme l'a dit Jean-Claude, lorsque les gens allument leur poste et qu'ils voient ce qui se passe actuellement à Notre-Dame-des-Landes, par exemple, ou simplement au coin de leur rue quand il y a une supérette de braquets, que leurs enfants sont emmerdés à la sortie de l'école. Ils voient bien qu'il y a des problèmes et ils veulent le Front National et plus largement les nationaux. Je ne vais pas parler longtemps parce que notre orateur Pascal Gana va développer notre vision des choses, locales, nationales surtout. Je voudrais juste profiter de mon temps de parole pour revenir sur un heureux anniversaire puisque
on n'en a pas parlé entre nous, mais c'est actuellement, là, ces jours-ci, le 4e anniversaire de notre entrée au conseil municipal. Oui, c'est vrai. Parce qu'il nous expliquait que nous étions faibles, que nous étions incapables, que nous étions désunis, et nous sommes arrivés unis, forts, fiers et convaincus de notre nécessité dans le paysage politique nazérien. Nous sommes arrivés à 3 dans le conseil municipal ainsi qu'au siège au conseil communautaire, et nous avons changé un petit peu les choses, nous avons changé un petit peu ce robinet d'eau tiède qui depuis des années ne cessait de couler à la mairie de Saint-Nazaire. Nous sommes venus avec dans nos bagages une opposition constructive et sérieuse. Le 23 mars 2014, nous avons réuni 12,56% des suffrages. Ils nous disaient, ils vont baisser, ils vont passer sous la barre des 10%, et les cons, ils n'auront aucun élu au conseil municipal. Eh bien, nous avons encore gagné au moins 350 voix, et nous sommes arrivés à 14%. Le 4 avril 2014, nous sommes entrés au conseil municipal, vous voyez, c'était vraiment il y a 4 ans. Nous avons fait une intervention, comme il est d'usage, chaque président de groupe fait une intervention pour se présenter. Nous avons posé notre programme, nous l'avons présenté aux Nazériens. Et le 11 avril 2014 déjà, c'est-à-dire il y a quasiment 4 ans jour pour jour, nous disions un des éléments clés de notre programme que nous n'avons jamais renié, c'est-à-dire qu'ici à Saint-Nazaire, les élus sont indemnisés, c'est normal qu'il y ait une petite indemnité, mais ils sont beaucoup trop indemnisés, à commencer par les élus de la majorité, à commencer par le maire de Saint-Nazaire, qui marge à 4 000 €, à commencer surtout par la première adjointe au maire, qui, bizarrerie des bizarreries, est plus payée que le maire. Elle est à 4 500 € par mois, et les adjoints, ils touchent 1 900 € par mois. Ils touchent beaucoup plus qu'un SMIC, pour faire beaucoup moins qu'un ouvrier des chantiers ou de Stelia. Ils vivent beaucoup mieux que nous ne vivons, et cela nous ne pouvons l'accepter. C'est ce pourquoi ce point de programme, moins 25% de salaire, nous ne l'avons pas renié et nous ne le renierons pas à l'avenir. Ils avaient commenté notre venue au conseil municipal de Saint-Nazaire en nous disant également pour certains que nous étions entrés par effraction à la mairie, comme si nous avions cambriolé quelque chose, comme si nous avions agi comme des sauvages ou comme des criminels. Et vous voyez bien, pourtant, dans les poches de nos vestons, qu'il n'y a aucun pied de biche, qu'il n'y a aucun cric idéologique qui vous ferait penser... Dans ton pantalon. Ah, peut-être, je n'ai pas vérifié. Mais a priori, nous venons vierges de toutes armes. Nous venons pacifiquement à la mairie, fort du suffrage universel. Nous n'avons pas de pied de biche. Et nous ne faisons aucune effraction. Ce qui n'est pas le cas, peut-être, je ne vais pas l'affirmer, de certains, d'une minorité radicale à Notre-Dame-des-Landes, dont nous savons bien qu'ils sont violents. Et nous n'avons pas de pied de biche, contrairement, et là c'est prouvé parce que vous avez pu voir une photo dans Presse Océan, une photo d'une agence de presse, contrairement à cette Chance pour la France qui, la semaine dernière, a manifesté à Nantes pour protester contre le sort que prétendument on ferait aux migrants. Et bien sur cette photo, vous verrez cet homme avec un véritable pied de biche à la main. Ça montre quand même qu'il y a des problèmes en France et qu'il y a donc des solutions à apporter. Nous les apporterons. Des hommes comme Pascal Gana et Jean-Claude au Conseil régional, en vous représentant depuis 2 ans et en vous représentant encore dans les 3 années qui viennent, vous défendent d'ores et déjà et vous défendront à l'avenir. Merci. Tout d'abord, merci à nos 2 amis, mes 2 amis de Saint-Nazaire. Hein. Nous voyons à 3. Non mais moi, je parle de ceux que je vois au conseil. Ah oui, c'est vrai. Donc, évidemment, à tous les conseillers municipaux de la zone de Saint-Nazaire. C'est toujours un plaisir de venir parmi vous parce que finalement, vous êtes dans la région, dans des rares lieux où le Front National n'arrête jamais. C'est une chose qu'il faut dire, hein, Saint-Nazaire, eh bien c'est un lieu où les activités militantes restent constantes
y compris en dehors des périodes électorales, ce qui n'est pas le cas partout, hein. Bon, c'est comme ça, mais et c'est un fait. Donc je voulais vous remercier d'avoir fait l'effort en période non électorale de venir un soir où vous auriez pu profiter du soleil et du beau temps après toute cette période de pluie pour vous pour sortir ou vous distraire, etc. Donc, et c'est un des éléments, je pense, qui fait la force du Front National et par lequel je voulais commencer. Vous avez entendu dire énormément de choses sur Marine Le Pen et le Front National en 2017 et depuis des campagnes qui sont plus ou moins efficaces, qui ont eu une part d'efficacité, puisque c'est inutile de se le cacher, nous avons eu un certain nombre de conseillers municipaux qui nous ont quittés, nous avons eu des conseillers régionaux qui nous ont quittés dans certaines régions, y compris dans la nôtre, hein, puisque nous avons eu Alain Avello qui a suivi Florian Philippot. Mais bon, nous, ça n'est pas le pire comme région, mais il y a d'autres régions où il y a eu 4, 5, 6 élus qui sont partis, voire même 10, avec des crises profondes dans les groupes. Voilà, nous, notre région, ça n'est pas le cas, la Bretagne non plus, l'Aquitaine non plus d'ailleurs. Hein. L'Ouest tient le choc, et c'est une bonne chose d'ailleurs, la Normandie aussi, mais il y a d'autres régions où c'est plus difficile. Pourquoi ? Je crois que c'est inutile de se le cacher, vous l'avez tous vécu. Nous avions eu quand même un moment de doute, hein, la période de la préélection, les législatives, ça a été des moments douloureux. Les résultats n'ont pas été à la mesure de notre dévouement militant. Nous les gens qui sommes sur le terrain, je pense que pour nos dirigeants aussi, ça a été un moment difficile. Marine Le Pen a choisi de relancer le front par un travail de refondation avec le Congrès, qui a été préparé avec une consultation, à laquelle je pense la plupart d'entre vous ont participé. Il y a eu également l'idée d'un rassemblement et l'idée du changement de nom. Alors je ne vais pas revenir dessus, vous en avez entendu parler amplement. Simplement, je repars de l'idée du rassemblement. Parce que ce que nous avons constaté, finalement, moi en tout cas, moi je suis un militant de la droite nationale depuis l'âge de 16 ans, puisqu'à 16 ans, j'ai été adhérent très brièvement d'Ordre Nouveau pendant 6 mois avant qu'il soit dissous. Et ensuite du PFN, qui était le parti concurrent du FN, donc j'ai connu les divisions. Voilà. Puis après, j'ai arrêté de faire de la politique parce que ça m'avait écœuré, d'ailleurs, les divisions. J'ai plutôt milité dans des mouvements catholiques traditionnels avec Bernard Anthony, qui d'ailleurs après a rejoint le Front. C'est comme ça que je suis revenu au Front. Et puis ensuite, j'ai été élu conseiller régional, etc. Et j'ai arrêté de faire de la politique après la division avec Bruno Maigret, que j'avais trouvé vraiment profondément stupide, cette division de notre camp. Donc je crois que c'est une des choses que nous devons garder à l'esprit. Nous devons rester unis. Parce que même si parfois nous doutons de certains aspects, de certains moments, avec l'expérience, moi j'ai 62 ans, je n'ai jamais vu un seul autre parti représenter vraiment la totalité de nos idées. Et je me souviens par exemple, il y avait une période où une grande partie des gens de droite ont voté Philippe de Villiers, oui, qui est un homme éminent, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, etc. Mais quand il a fait de la politique, dans le fond, il n'était jamais en rupture avec ceux qui étaient... comment dirais-je, non seulement des adversaires électoraux, mais surtout des adversaires dans les idées, c'est-à-dire des gens qui étaient très européistes. Lui, il défendait la souveraineté de la France, comme Jean-Marie Le Pen à l'époque, et comme nous tous ici, hein, ceux qui ont connu cette période, mais en même temps, il était leurs alliés, et voilà. Donc il y avait une ambiguïté. Et donc les ambiguïtés, finalement, d'ailleurs, ne l'ont pas mené loin, il a dû arrêter le combat politique. Aujourd'hui, celui qui est un peu dans la même position, et très différent d'ailleurs, je pense, c'est... comment s'appelle Nicolas Dupont-Aignan, qui lui est véritablement souverainiste, qui est très proche du front sur énormément de points, qui effectivement vient du gaullisme. Et tout cela crée un paysage nouveau, moi je trouve, dans ma vie militante, dans mon expérience personnelle, et je pense de celle de Jean-Claude aussi, qui est un militant ancien, eh bien ça veut dire que quelque chose est en train de bouger. Nous avons été au deuxième tour pour la deuxième fois, mais beaucoup plus haut que ne l'avait fait Jean-Marie Le Pen. Et en même temps, nous avons été très bas aux législatives, comme ça ne nous était pas arrivé depuis longtemps. C'est quand même étonnant, en l'espace de cette espèce de dents de scie, en l'espace de quelques semaines. Et moi, j'en ai retiré cette idée que, finalement, moi j'ai une formation d'historien, quand on regarde l'histoire de la République depuis qu'elle est instituée, depuis 1870, aucun parti politique n'a jamais eu le pouvoir seul, à part juste après 68-69,
quand De Gaulle a dissous l'Assemblée nationale en 68, il a eu une chambre introuvable, puisqu'il a eu, avec les seuls membres des gaullistes, du parti gaulliste, la majorité. Il n'avait même pas besoin des ancêtres de l'UDF, enfin, ce qui n'était pas encore les giscardiens, mais qui était le centre, hein, les centristes. Qui étaient à l'époque d'ailleurs des centristes de droite. Mais enfin voilà, c'est arrivé très virellement, et ça ne lui a pas réussi d'ailleurs, parce qu'il n'a pas réussi à faire tenter cette majorité, il a quitté le pouvoir, comme vous le savez. Donc voilà, moi je pense qu'il faut entre nous avoir le courage de le dire. Moi je l'ai dit à l'intérieur du front, je pense que cette idée fait son chemin. Face à Macron, qui est le deuxième aspect du problème, nous ne pouvons pas rester seuls. Alors maintenant je vais un peu essayer de voir Macron. Macron a réussi quelque chose que seul De Gaulle avait réussi d'ailleurs, depuis le début de la Ve République, c'est-à-dire avoir réussi à regrouper les gens de la droite et de la gauche, dans une grande ambiguïté d'ailleurs. Je pense que c'était d'ailleurs la grande ambiguïté aussi du gaullisme, par certains côtés. Le gaullisme est appuyé sur des forces parfois qui étaient de gauche, mais lui-même étant un homme de droite, ça a masqué les problèmes. Et c'est toute la question d'ailleurs de la droite depuis le départ de De Gaulle, c'est que la droite passe son temps à osciller entre la droite et le centre, et à glisser progressivement vers la gauche. Jean-Marie Le Pen l'a bien expliqué. Le programme, par exemple, du RPR des années 70, c'était le programme du Front aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est une... Juppé l'a reconnu d'ailleurs devant Marion Maréchal Le Pen, quand elle lui avait sorti dans un débat les points d'un colloque ou d'un séminaire ou d'un congrès ou d'une réunion sur l'immigration qu'il avait lui-même présidé, Juppé, et elle lui avait lu elle lui avait dit c'est le programme du Front d'aujourd'hui. Et Juppé avait dit bah oui, je vais être beau joueur, je reconnais que vous avez raison. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce débat. Et donc Macron a réussi ça avec la même ambiguïté. Et donc nous sommes obligés de constater que cet homme est extrêmement dangereux pour la France. Parce qu'il a une capacité absolument incroyable à aller marcher dans le camp, sur le terrain de l'adversaire. Ce que peu d'hommes politiques savent faire. Par exemple, le dernier exemple, c'est son histoire là d'aller parler aux évêques de France, en passant de la pommade aux catholiques, tout en leur disant, de toute façon, je ne vous écouterai jamais. Puisqu'en gros, il leur a dit, sur les sujets de société, de toute façon, je ne bougerai pas, etc. Donc, en gros, il fait ça tout le temps. C'est-à-dire que cette fameuse, ces mots, vous savez, qu'on lui prête toujours en même temps, une expression qui revient souvent dans ses phrases, mais Macron, c'est le roi du en même temps, c'est-à-dire qu'on le voit dans l'histoire des SNCF, il arrive toujours à profiter, finalement, du fait que la gauche a perdu sa vitalité, parce que les idées de gauche sont mortes, plus personne ne croit au socialisme, hein. Je crois, toi qui as été un militant de gauche, je ne sais pas si tu crois encore au marxisme ou au socialisme. Il y a bien longtemps que j'ai perdu mes illusions. Hein. Donc la gauche, ça n'est pas la justice sociale, contrairement à ce qu'elle tente de faire croire. On le voit bien aujourd'hui, puisqu'elle s'est ralliée à un homme comme Macron. Et Macron donc joue à la fois de cela, et il joue aussi de l'effondrement de la droite, qui fait que les centristes, qui ont toujours été des gens mollassons, qui ont ce qu'on appelait sous la Troisième République les opportunistes, les radicaux, etc., qui ont toujours été les appoints de la gauche, ou parfois de la droite, qui allaient du côté du plus fort. Maintenant, ils sont en train de glisser complètement vers Macron, définitivement au point d'avoir quitté l'UMP, enfin les Républicains. Et donc Macron se retrouve à la tête d'un bloc central, qui était le fameux rêve de Giscard, 2 Français sur 3, hein, il rêvait d'un grand centre. Et bien Macron l'a réussi. Le véritable héritier de Giscard, d'une certaine façon, très lointainement, c'est Macron. Et c'est d'une ambiguïté folle parce qu'il est, vous voyez bien, il est à la fois capable de faire des réformes apparentes, de gestion, de rationalisation. En réalité, il ne fait pas grand-chose. Et en même temps, de faire croire à des gens de droite qu'il agit. Et en même temps, de faire croire à des gens de gauche qu'il reste un homme progressiste, puisqu'il va faire voter la PMA, la GPA, voilà, des choses comme ça. Il voulait fêter mai 68, il a reculé quand même, mais enfin, il va bien se débrouiller, je pense, aux alentours de mai-juin pour arriver à glisser son admiration pour mai 68. Et en même temps, il a vu les évêques pour leur dire à quel point il était attaché à la tradition chrétienne de la France. Voilà. Donc, et nous les gens du front, qui sommes, nous, des gens particuliers dans la droite. Parce qu'il faut quand même reconnaître que le Front National, il est issu de plusieurs traditions de droite. Contrairement aux autres partis politiques, nous sommes issus d'une vieille pensée qui a été longtemps monarchiste, légitimiste et sociale,
Et moi, je suis très heureux d'être rue Albert Demain aujourd'hui, parce qu'Albert Demain est mort en 1914, juste après le déclenchement de la guerre, en octobre. Et c'était un homme qui avait défendu la classe ouvrière à une époque où la bourgeoisie était souvent progressiste, elle était partisane du libre-échange, elle avait un côté macroniste avec les critères de l'époque, et lui a défendu l'idée que les hommes libres ne pouvaient l'être que s'ils étaient maîtres de leur destin, à une époque où évidemment on ne remettait pas en cause l'existence de la nation, sauf les socialistes qui avaient commencé avec Jaurès, l'internationalisme prolétarien, etc., Marx, etc. Et tout cet idéal dont on a vu qu'il était complètement fallacieux. Et cet homme qui est mort en ayant en apparence échoué, puisque c'est la gauche qui a triomphé après la guerre, hein, avec le bloc des gauches et puis le Front populaire ensuite, eh bien, moi je pense que nous avons cet ancrage en nous. Et je vous expliquerai comment on peut le redévelopper. Nous avons également un héritage gaulliste au bon sens du terme. Moi je ne suis pas un très grand admirateur du général de Gaulle. Je pense là que je n'étais pas souvent très philippotiste. Mais le général de Gaulle était un homme honnête dans sa vie personnelle, et c'est ce qui fait qu'il est resté chez les Français comme une forme de figure morale, même si sur le plan politique, moi je l'ai trouvé très menteur personnellement, mais en tant que personne, c'était un homme qui payait sa note de téléphone à l'Élysée sur ses communications personnelles. Imaginez aujourd'hui. Voilà. Qui faisait, je me souviens plus, il y a de multiples exemples. Il refusait que sa femme aille faire ses courses avec une voiture avec chauffeur. Elle prenait un taxi de l'Élysée pour aller au bon marché. C'est incroyable. Et bon. Donc, si vous voulez, ceci pour dire que nous avons cet héritage gaulliste parce que nous avons dans l'ADN du Front National ce côté d'ouverture vers le peuple. Le Front National, c'est pas la droite bourgeoise, c'est pas la droite de l'égoïsme, c'est pas la droite de l'argent. C'est pas la droite qui pense que l'économie est supérieure à la nation, à la dignité de l'homme, à la solidarité. Et je pense que ce côté-là, ça nous est parvenu en partie c'est resté dans l'âme française à travers une partie du gaullisme, au bon sens du terme. Nous avons cela, nous avons aussi cet héritage bonapartiste que le gaullisme a repris de l'homme providentiel qui va changer les choses. Bon, vous voyez bien qu'aujourd'hui, c'est à la fois une richesse et une faiblesse. Quand on regarde les gaullistes, ceux qui se disent les gaullistes officiels, ceux qui se disent les héritiers notariés du gaullisme, c'est-à-dire les républicains, Wauquiez. Wauquiez est européiste, il est peut-être moins que les centristes, mais il l'est quand même. Il est incapable d'ailleurs d'expliquer, il dit qu'il a des réserves, qu'il voudrait que les nations reprennent un rôle, mais il est incapable de dire pourquoi et comment. Donc on voit bien que la droite classique, conservatrice, plus bourgeoise, la droite de gestion, la droite de gouvernement, comme ils se définissent eux-mêmes, eh bien, ils n'arrivent plus eux-mêmes à se définir. Et dans ce climat, je pense que nos faiblesses peuvent être des forces. Et c'est pour ça que moi, je pense que dans les échéances qui viennent, on peut retrouver une crédibilité électorale et une force électorale, mais à condition peut-être de se redéfinir nous aussi, en étant réellement ce qu'était l'intuition du Front National, à mes yeux, c'était d'être la droite populaire et sociale, nationale et sociale, c'est-à-dire une droite qui a ce vieux fond d'union générale de toutes les couches sociales autour de l'idée de nation, de patrie. L'union nationale, vous savez, ça a fonctionné pendant la guerre de 14, il y avait un gouvernement d'union nationale derrière Clémenceau. De Gaulle a un peu incarné ça, De Gaulle a repris ça, et je pense que c'est quelque chose qui reste dans l'idée des Français. Mais pour l'instant, il est évident qu'aucun parti, même le nôtre, ne parviendra à rassembler les Français dans la mesure où nous n'avons pas de circonstances dramatiques exceptionnelles et que nous faisons de la politique dans un pays qui est en danger, mais qui n'est pas non plus envahi brutalement par la guerre. Le terrorisme arrive régulièrement, mais pour l'instant, il ne détruit pas notre vie quotidienne, etc. Donc, si vous voulez, les Français n'ont pas le sentiment d'une urgence absolue. Et donc, il y a une espèce d'endormissement des Français qui ont voté Macron,
pour se rassurer en se disant bah, ce type il va faire un peu de droite quand il faudra, un peu de gauche quand il faudra, et puis comme ça, eh bien, on va se désintéresser de la chose, et il rassurera tout le monde, il est jeune, il est dynamique, il fera ce qu'il faut de réforme, mais pas trop, voilà. Et donc, nous sommes dans cet état, nous les gens de... Alors moi je me définis comme un homme de droite, moi je sais très bien qu'il y a des gens qui viennent de la gauche au Front National. Moi j'ai coutume de dire que quelqu'un qui vote Front National, même en venant de la gauche, même s'il a gardé un idéal de justice par exemple, qui était celui de la gauche, justice sociale particulièrement, il est évident qu'il n'est plus de gauche, parce que la gauche est internationaliste. Et je pense que c'était la grande ambiguïté de Florian Philippot, c'est de penser qu'on puisse rallier les gens de gauche au Front National, parce les gens de gauche sont internationalistes. Regardez Macron, regardez Mélenchon. Mélenchon est internationaliste. Alors quand il parle de la grandeur de l'État, lui, c'est parce que pour lui, l'État, c'est quelque chose qui est quasiment totalitaire, c'est cette vieille tradition de la gauche. À travers l'État, on va faire plier tous les adversaires et tous les opposants. Il y a un côté policier dans sa conception de l'État, qui n'a rien à voir avec notre conception de l'État à nous. Nous, l'État, c'est le bien commun, c'est un instrument au service de tous pour comment dirais-je, organiser la vie sociale, organiser la défense, la sécurité, l'enseignement dans une certaine mesure, enfin bref, un certain nombre de choses essentielles, ce qu'on appelle les pouvoirs régaliens de l'État. Et donc, lui, il a une autre conception, et c'est ce qui fait que je pense, cette absence de bonne définition de ce que nous avons été, à un moment, nous a amené à connaître le résultat des législatives. Pourquoi ? Parce qu'aux législatives, il y a eu quelque chose au présidentiel qui nous a un peu tous trompés. C'est qu'au deuxième tour, Marine Le Pen a fait 34%. Nous aurions espéré plus, mais enfin, après tout, 11 millions de voix, c'était déjà extraordinaire. Tout à fait. Et on a tous cru qu'on allait fixer ces 34% aux législatives. Et au début, quand on a eu les résultats le soir, on était abasourdis. Moi, je me souviens, j'étais un peu KO. Et à ce point-là, je ne pensais pas. Et quand on réfléchit, c'est logique. Ça tient à ce qui se passe à droite. C'est-à-dire que les gens de droite qui avaient voté Fillon au premier tour, qui ont voté Marine contre Macron, parce que pour eux, quand même, il était quand même un homme de gauche, ces gens-là, aux législatives, ils sont retournés voter LR. Hein, on l'a vu dans nos circonscriptions. Ce qui fait que les 34%, ils ont fondu comme peau de chagrin. Et comme en plus, un certain nombre de nos électeurs ont été déçus, je pense qu'ils ne sont pas allés voter. On a manqué des voix de gens qui ne sont pas allés voter. Les LR n'ont pas fait de miracle, hein, vous avez bien vu, ils ont fait des résultats médiocres, mais néanmoins, nous-mêmes, nous n'avons pas pu remobiliser tout notre électorat comme nous aurions aimé et nous aurions espéré le faire. Je pense donc qu'aujourd'hui, l'idée de Marine Le Pen de refonder en essayant de faire en sorte qu'on puisse rassembler est une idée qui est juste. Alors maintenant, évidemment, toute la question est de savoir comment s'y prendre. C'est un vrai problème. Je dois vous dire que moi, j'ai participé à cette réunion sans certitude absolue. Hein. Je vous dis très franchement, l'union des droites, je pense que ça va être long. Au niveau des états-majors, ça va être extrêmement difficile pour des problèmes d'idées, et pas seulement de personnes. Hein. C'est pas parce que seulement Marine Le Pen, en 2022, sera candidate au présidentiel, et Wauquiez aussi, et Dupont-Aignan également, c'est pas ça. C'est qu'il y a quand même d'énormes différences qui nous séparent encore, et que justement, il faut obliger particulièrement les gens de la droite classique qui nous méprisent encore, qui nous envoient promener, qui menacent un de leurs membres, M. Mariani, Thierry Mariani, qui a fait un pas vers nous, eh bien, de l'exclure. Eh bien, mon idée, moi, c'est qu'il faut à la base recréer l'union. C'est-à-dire, si vous voulez, il faut recréer les conditions, comme on disait avant, je me souviens quand j'étais jeune, on a connu ça, les conditions de la lutte, hein, retourner sur le terrain des luttes, c'est-à-dire faire en sorte qu'on crée du consensus à partir de la réalité. Et la réalité, il faut aider les gens de droite, y compris les électeurs du Parti républicain, à comprendre qu'ils sont trahis par leurs dirigeants. Et je pense que beaucoup commencent à le saisir quand ils voient les querelles d'appareils, quand ils voient les républicains qui finalement... Wauquiez s'est présenté contre Juppé, mais met comme numéro 2 de son parti Madame Calmels, Virginie Calmels, qui est une femme très étrange,
parce qu'elle dit qu'elle n'était pas d'accord avec Juppé, mais tout ce qu'elle défend, c'est Juppé, dans le fond c'est très juppéiste. Elle est membre de la Grande Loge de France, dans sa section féminine. Elle est donc sur les sujets de société quasiment aussi à gauche que ne le sont les centristes de l'UDI. Et donc la droite de Wauquiez va devoir choisir, parce qu'il a pris comme autre homme un ancien de chez nous, qui était un bon d'ailleurs, que nous avons perdu, qui était un opportuniste aussi. C'est Guillaume Pelletier, qui lui est beaucoup plus proche de... Là, c'est des thèses, il était parmi nous qui en a changé sur ses convictions, je pense qu'on serait d'accord. Il n'est même pas européiste, il n'aime pas l'Europe, etc. Et d'ailleurs, il ne fait jamais de déclaration vraiment en faveur de l'Europe, il n'en parle jamais parce que justement, il ne veut pas avoir à dire, je crois, à dire ce qu'il pense vraiment. Donc voilà, et donc nous devons être le front, repartir à la conquête des esprits. Voilà pourquoi moi j'ai participé à ça, parce qu'il y a l'idée d'une plateforme commune qui est parue là dans Valeurs Actuelles, vous pouvez la trouver sur Internet, qui s'appelle l'Appel d'Angers, puisque ça s'est fait à Angers, qu'un certain nombre de gens ont signé. Je vous dirai ensuite, je vais aller un peu plus loin. Ces gens, bon, ils ont signé ça, ils ne pensent pas tous comme nous, ils sont parfois un peu incertains, j'avoue que ils sont tous sympathiques, mais la sympathie des hommes, ça ne fait pas le courage et l'invariabilité de la volonté et de la fidélité. Je pense par exemple à un monsieur comme Jean-Frédéric Poisson, qui est un homme de droite, dont on parle avec lui, mais qui a quand même été candidat aux primaires en 2016, en décembre 2016, de l'UMP, enfin des Républicains. Bon, évidemment, c'est un peu étonnant pour moi de me retrouver à la tribune à côté de lui. Mais en même temps, il ne m'a pas agressé. Il était très correct avec toi. Oui. Et je l'avais rencontré avant, d'ailleurs par l'intermédiaire d'un ami, parce que j'aurais jamais eu l'idée de le rencontrer. Il y avait Ménard, qui lui est resté un vrai trotskiste, très dialectique, beaucoup plus que toi. Ah oui, carrément. Qui lui est très anti-parti, etc. Il y avait Karim Ouchik qui vient du front, qui se sentait un peu mal à l'aise sous la période Philippot, parce qu'il se sentait plus à droite que ne l'était Philippot. Il y avait Madame Laureau, la députée qui a remplacé Bompard, le maire de Orange, qui vient de chez nous aussi. Donc vous voyez, il y avait quand même, qui y avait-il d'autre? Il y avait Madame Bompard aussi, Madame Ménard, la députée. Et qui y avait-il encore? Je crois que c'est tout, nous étions 5 ou 6. Plus Mariani qui répondait aux questions. Et Mariani qui était sur un écran, enfin qui avait fait une interview, et qui répondait aux mêmes questions sur des sujets, 5 ou 6 sujets qui pourraient constituer une plateforme d'union des droits. Ah, voilà, alors, je vous dis très franchement, ça n'est pas joué d'avance. Moi, j'ai fait un petit tweet aujourd'hui pour annoncer l'appel d'Angers, j'ai dit que ça n'était pas un nouveau parti, mais que c'était un parti pris. C'est-à-dire que le parti pris de l'union. Mais le parti pris, c'est la volonté de faire quelque chose, on prend une décision, on en prend son parti, comme on dit, c'est-à-dire qu'on n'a pas renoncé, on veut vraiment y aller, mais en même temps, bon, je vous dis tout de suite, moi je reste un élu du front, et c'est ce que je viens de dire à une fille du monde qui m'a interrogé, en plus une fille du monde, je me méfie un peu, et voilà, j'ai dit qu'effectivement j'avais eu des différences avec Philippot, mais qu'en même temps, moi je restais un élu du front. Il est hors de question de créer un nouveau parti. On ne va pas s'amuser à créer un 4e parti de droite, vous les imaginez bien. Et nos amis qui quittent le front, ils vont se perdre. Moi je le pense, il y en a un certain nombre qui sont partis, les conseillers régionaux, parce que pour des raisons de personnes dans leur groupe, pour des raisons ils se sont sentis mal à l'aise. Je pense qu'ils ont eu tort de partir, ils ont mieux fait de rester, et de dire ce qu'ils pensaient. Voilà, moi je pense qu'il faut toujours dire ce qu'on pense dans un parti politique, et on est beaucoup plus utile en disant ce qu'on pense dans un parti qu'en partant. Voilà. Mariani ne veut pas partir. S'il voulait partir de son parti, il nous aurait rejoints. Il est évident que s'il annonçait demain « je quitte les Républicains », Marine lui donne tout de suite une place éminente sur la liste européenne, peut-être même la tête de liste. Mais justement, il ne veut pas. Et je pense qu'il a raison. Il faut obliger les gens de droite, les dirigeants des partis de droite, à réfléchir sur ce qu'ils sont. Et je dirais que c'est un peu valable pour le front. Je trouve, moi, qu'on a un peu abandonné, par exemple sur l'immigration, sur l'islam, on a peut-être eu tendance à moins en parler. Le problème culturel que pose l'insécurité, ce que Karim Ouchik appelle l'insécurité culturelle.
le fait que l'immigration, ça n'est pas uniquement un problème de gens étrangers qui mangent du couscous au lieu de manger du bœuf bourguignon ou du porc. C'est tout ce qu'il y a derrière sur le rôle de la femme, sur l'autonomie du politique vis-à-vis d'une religion qui ne permet pas la réflexion et ni la liberté de penser. Voilà. Et donc tout ça, c'est fondamental. Et moi je pense que c'est là la vraie question. Peut-être que le Front a un peu négligé ce sujet-là. Peut-être que le Front aussi a négligé les réformes que proposait pendant longtemps le Front contre la gauche, de dire que les réformes de gauche ne sont pas sociales. Et nous avons eu tendance à nous rallier à des choses de gauche dont je ne suis pas certain qu'elles soient très efficaces. Les 35 heures, vous savez, les 35 heures, est-ce que la réforme Aubry, c'est vraiment une bonne chose? Est-ce qu'il faut vraiment les défendre? En tout cas, est-ce qu'il faut en faire un absolu? Je suis pas certain. Ça heurte beaucoup de gens de droite. Et ça maintient d'ailleurs dans l'électorat républicain beaucoup de gens de droite qui normalement devraient voter pour nous. Il y a aussi la retraite à 60 ans qui n'est pas suffisamment expliquée. Ça n'a pas été suffisamment expliqué. Ça nous a été reproché, moi, sur les marchés. On me l'a balancé pendant les législatives, alors un nombre de fois incroyable, en disant vous ne pourrez jamais payer la retraite à 60 ans. Et ce qui est démographiquement vrai, mais on peut l'expliquer. Enfin bref, il y a beaucoup de choses que nous devons aussi regarder dans notre propre jardin. C'est-à-dire la pierre qui est tombée dans le jardin des Républicains, avec Fillon, elle a rebondi dans le nôtre, d'une certaine façon. Je crois qu'on peut le dire. Donc on peut se le dire entre nous. Et je crois que nous devons, pourquoi je citais Albert Demain, c'est que je pense que tout l'édifice social qui date de la Seconde Guerre mondiale, qui a été rebâti en 1945 après la guerre, dans une économie de guerre, de la redistribution, de la retraite par répartition uniquement, c'est-à-dire c'est les gens qui travaillent actuellement qui payent la retraite de ceux qui partent à la retraite, ça ne peut plus fonctionner pour des raisons démographiques, pour des raisons de chômage, et parce que nous entretenons en plus des populations halogènes immigrées qui ne travaillent pas autant en intensité ou en durée, qui n'ont pas la même employabilité que les Français de souche. Et donc, à partir de ce moment-là, nos systèmes sociaux sont destinés à exploser. Et je pense que nous devrions le dire. Évidemment, c'est dur à dire à des gens qu'on va changer de système. C'est l'histoire de la SNCF. La SNCF, le Front National, ayant peur de perdre son électorat populaire, dit le statut des cheminots n'est pas la seule raison de la chute de la SNCF. Et c'est vrai. Mais néanmoins, l'État verse tous les ans 3 milliards aux caisses de retraite de la SNCF, puisque la SNCF, du fait du départ de beaucoup de ses agents, pas tous, hein, mais beaucoup de ses agents assez tôt, souvent à 50, 55 ans, eh bien, il y a 40 personnes salariées travaillant à la SNCF pour 60 retraités. Donc il est évident que c'est quelque chose qu'on ne peut pas garder. Et donc je pense qu'on a tort de laisser à Macron le monopole de la réforme. Et vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que très souvent maintenant, d'ailleurs je m'aperçois que les Républicains ne proposent rien sur la SNCF, hein. Eux qui se disent un parti de gouvernement, qui nous méprisent en disant le Front National jamais, c'est un parti de gauche, à moitié bolchevique, etc. Eh bien, néanmoins, eux ne proposent rien non plus. Hein. Voilà. Sans te couper, Pascal, moi je fais partie de la commission qui s'occupe donc des transports à la région, de la SNCF. Donc nous avons des commissions où nous voyons l'évolution des transports en commun. Et moi je viens d'un milieu, c'est vrai, où le statut des travailleurs, le statut des retraités de la SNCF ne peut pas être remis en cause. Mais peu à peu, en voyant ce qui se passe, je prends de plus en plus de distance avec cette position qui était la mienne il y a encore pas si longtemps que ça. On ne peut pas continuer avec des privilèges abominables. Je travaillais à la fonction publique territoriale, je travaillais dans la fonction publique hospitalière. Quand je vois comment on a raboté nos conditions de travail, etc., que je vois que maintenant, à cause des 35 heures, on ne peut plus travailler à l'hôpital public, parce qu'il n'y a pas de monde, personne ne veut plus travailler dans la fonction publique, surtout les toubibs, qui préfèrent se mélanger en libéral ou dans le privé. Mais moi, c'est vrai que si on avait le fric, c'était bien d'avoir des statuts qui resteraient pendant 100 ans, etc. Mais moi, j'ai encore des idées de gauche dans ma tête sur certains points en disant justice sociale, mais c'est plus de la justice sociale. C'est plus de la justice sociale. Comment peut-on
quand on voit des gens qui travaillent chez des artisans ou des artisans, etc., payer les taxes qu'ils payent, avoir du mal à payer leurs salariés, et nous se dire, ben non, on va continuer pendant 100 ans, les statuts ne bougeront pas, les avantages ne bougeront pas. Alors, qui peut prétendre ça maintenant? Moi, ça me fait mal au cœur quand il a fallu que je me remette ça, que je refasse, et ben, il me tirait sur ma mère en me disant, il n'y a pas mal de choses qu'il faut mettre en cause. Non, excuse-moi, je voulais pas te couper, mais là, c'est une expérience personnelle. Je pense que beaucoup de Français sont en train de le faire, d'ailleurs, même sans doute des gens de gauche, d'ailleurs, je pense, hein, qui voient bien que, d'abord, écoutez, quelqu'un qui travaille à la SNCF, qui bénéficie d'une retraite à 55 ans, c'est quand même injuste par rapport à des gens qui sont d'autres fonctionnaires, hein, je ne parle pas, ou assimilés, qui font souvent un travail, après tout, pourquoi les gens... Pénible. Oui, plus pénible aussi, en travaillant pour l'État. Hein, bon, voilà, donc si vous voulez, il y a des choses qui doivent être réformées. Alors évidemment, c'est très dur pour un parti comme le nôtre, qui a une composante populaire très forte, qui a un électorat qui vient de la gauche. Moi, vous savez, j'ai commencé la première fois que j'ai été élu pour le Front, j'ai été élu conseiller municipal de Roubaix. Roubaix, ville de gauche. Ville d'immigration déjà, mais ville de gauche. Hein, où eh bien, les militants du Front, c'était tous d'anciens socialistes. Ils étaient souvent encore adhérents de la CGT ou communistes. Et je pense que, bon, je les ai perdus de vue, etc. Puis, bon. Mais je pense qu'aujourd'hui, ces gens-là, qui étaient très attachés encore à des idées de gauche, hein, sur le plan de l'aide sociale, etc., je pense qu'aujourd'hui, ils ont compris que c'était plus possible. Donc, si vous voulez, les gens de gauche, il ne faut pas croire que... Il ne faut pas prendre les gens de gauche ou les gens qui sont, si vous voulez, dans les emplois les moins bien payés dans la société, pour des imbéciles en leur faisant de la démagogie et en leur disant on va continuer à tout faire par l'aide sociale et l'assistanat. Je pense que c'est une très mauvaise chose, parce que ça se retourne contre les classes populaires finalement. Et on le voit bien aujourd'hui, comment font les employeurs, et dans la grande industrie particulièrement. La France est le pays où on a une des plus fortes productivités du monde, où on utilise beaucoup de machines, avec les Japonais, mais eux c'est pour des raisons démographiques, parce qu'ils ont de moins en moins de population, encore que c'est ce qui va nous arriver. D'où l'idée d'ailleurs de faire venir des migrants dans les milieux pas trop d'eau. Et donc on a une très forte productivité, mais ça s'est retourné contre l'emploi. Parce que le travail est devenu très cher en charge. Et donc si vous voulez l'assistanat, il va falloir aussi que nous, les gens de droite, le Front particulièrement, on réfléchisse là-dessus. Vous savez, il y a une chose qui est terrible en France, tout est toujours subventionné. Nous, on le voit à la région, on subventionne tout. Donc les gens ont perdu le vrai prix. C'est vrai que notre métro n'est pas cher par rapport au métro londonien. Mais le métro londonien n'est pas subventionné. Donc les Anglais ne payent pas d'impôts pour payer ils payent d'ailleurs beaucoup moins d'impôts que nous, pour payer le métro. Parce que tout se paye. Quand vous avez la piscine à 4 € ou 5 €, et qu'en réalité le véritable prix devrait être à 10 €, eh bien évidemment, on peut, pour des familles, pour des gens en difficulté, pour des chômeurs, etc., faire un effort. Mais quand on maintient le prix en dehors du prix de revient, en réalité, on le retrouve dans les impôts. Et voilà. Et donc finalement, aujourd'hui, ça fait 50 ans que ça dure, et comme on ne pouvait pas, par l'impôt, tout payer, eh bien on a fait de la dette. Et nous, on le voit maintenant à la région, c'est inextricable. Alors les États européens, et particulièrement la France, on a un taux d'endettement gigantesque. La SNCF, c'est pareil. On n'a pas voulu, pendant longtemps, faire payer, on n'a pas voulu augmenter les tarifs de la SNCF au moment où c'était encore possible, sans que ça ait des conséquences sociales trop graves pour les gens qui prenaient le train. Et puis on est passé au TGV, à ces investissements faramineux. Maintenant, on est bloqué. C'est-à-dire que si on fait payer le TGV à son vrai prix, plus personne ne le prendra, ou plus grand monde. Si on peut payer le train pour payer la dette, les TER, je ne parle pas de trains extraordinaires, ça sera la même chose. Donc, il y a 45 millions de dettes, il faut donner 3 milliards par an, 45 milliards de dettes, plus les intérêts, c'est quasiment 50 milliards. On donne 3 milliards par an pour les caisses de retraite de la SNCF. Comment fait-on? Voilà. C'est un vrai problème. Et nous, les gens de droite, on est partagés, parce que la droite sociale, c'est faire attention à ces questions-là, mais c'est pas forcément calqué, à mon avis, mais vous n'êtes peut-être pas d'accord, moi je suis prêt à en débattre, c'est pas un problème, sur cette idée qu'on doit reprendre forcément l'héritage de la gauche.
Et je pense qu'on a eu tendance ces dernières années, un peu au front, à se dire, bon, ben, on a un électorat populaire, on va un peu reprendre les propos, l'héritage de la gauche, etc. Parce qu'il y a des gens qui viennent de la gauche qui y sont attachés. Mais moi, je crois que les populations populaires, les milieux populaires en France, qui sont quand même l'immense majorité des Français, hein, le peuple, hein, si vous voulez, on n'est plus à l'époque du nouvel prolétariat. Le peuple, c'est les classes moyennes. Hein, les milieux populaires, c'est les classes moyennes, mais les classes moyennes ont compris qu'elles n'auront jamais plus ce que leurs parents ont eu. Sauf qu'elles auront la dette, la baisse des retraites, et vraisemblablement, et on le fait déjà pour les fonctionnaires, hein, vous aujourd'hui, pour partir avec votre retraite à plein temps, même dans la fonction publique, souvent il faut travailler à 62, 63, 64 ans, hein, même si vous avez tous vos trimestres. Ah oui, tout à fait. Donc, moi je le vois très fréquemment autour de moi. Donc, si vous voulez, ça veut bien dire qu'on est à la fin d'une période. Et moi, c'est pour ça que j'ai accepté de participer à cette histoire d'Union des droits, parce que pour moi, ça n'était pas seulement on met un calcul électoraliste, on met le Front, plus les Républicains, plus Dupont-Aignan, plus tous les petits partis de droite, on obtiendra, je ne sais pas combien de pourcents des voix, et on gagnera les élections. Ah bah oui, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fera? Voilà. Et moi, je pense que le moment est venu, face à l'embrouillamini de Macron, face à l'illusion européiste, que beaucoup de gens partagent encore, le moment est venu de nous redéfinir comme gens de droite. Nous, c'est la droite sociale, c'est la droite patriote, c'est la droite nationale, c'est la droite qui croit avant tout au fait que nous avons un héritage et des valeurs, et que ces valeurs sont supérieures au commerce, à la finance, ce qui est un peu le cas ce qui n'est pas le cas d'une partie de la droite classique, qui est souvent une droite financière, économiste, liée à des milieux économiques qui ont perdu la raison d'ailleurs, parce que le patronat, dans le fond, le MEDEF et son idéologie mondialiste, ils font le malheur de leurs propres adhérents. Hein. Parce qu'au MEDEF, la plupart des adhérents, ce ne sont pas des grandes entreprises, ce sont souvent des PME, et ces PME, elles souffrent terriblement. C'est elles qui licencient, beaucoup plus que les grands groupes. Hein, le nombre de chômeurs aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont issus de PME. Tous les sous-traitants, si un jour, à cause de la vente par Macron des chantiers navals à Fincantieri s'allie aux Chinois, et que transfert de la technologie, ben vous verrez ici, qu'est-ce qui va trinquer? Ce ne sera pas les cadres supérieurs, ce seront tous les sous-traitants qui déjà, que l'on comprime, et qui font venir d'ailleurs des travailleurs détachés, lituaniens, etc., parce qu'ils sont payés moins cher que les Français. Et vous verrez, là, ça sera la chute de dizaines et de dizaines de sous-traitants, de PME, de petits patrons qui ont 10-15 personnes, hein, et qui chacun font un truc. Vous savez, il y a des entreprises, hein, vous le savez tous, hein, dans la région, qui sont spécialisées dans un type vraiment de partie du bateau, mais qui avec ça font travailler 15-20 personnes à l'année. Ben, si ces gens-là ferment, d'abord c'est un savoir-faire qui est perdu, et puis en plus c'est les emplois. Donc voilà, moi je crois qu'il y a toutes ces choses-là, et moi c'est pour ça que j'ai accepté, quand j'ai compris que j'avais affaire à des gens, c'est un peu l'avantage de Poisson, malgré son côté parfois surprenant, c'est que lui, il est très attaché à cette dimension de la dignité de l'homme. C'est l'héritage de ce qu'on a appelé la droite sociale, ce qu'on appelait les catholiques sociaux au XIXe siècle, qui ont fait voter les premières lois sur le travail des enfants, le travail de nuit, le travail des femmes. Et ce ne sont pas des gens de gauche. Hein. Vous savez que quand on dit que la gauche, c'est la justice sociale, parce que le Front populaire a fait voter les congés payés, c'est vrai. Mais en Allemagne, ils avaient été faits par des gouvernements de droite avant la guerre de 14. Donc ce qui veut dire, si vous voulez, que la gauche, elle est souvent le fruit des insuffisances de la droite. Et je pense que nous devons reprendre ce flambeau social, mais en recréant des choses nouvelles. Voilà. Et voilà, donc qu'est-ce qu'il y a on signait des gens très divers. Hein. Bon, moi j'espère que ceux qui étaient parmi nous, toi, Jean-Claude, il y avait Brigitte Nedelec que vous connaissez, il y avait Brigitte Neveu, et de Vendée. Il y avait le travail de la Mayenne. Oui, c'est ça. Bruno de la Morinière, ouais, que vous connaissez tous. Il y avait deux élus qui seraient venus mais qui ont été empêchés. Ah bon. Pascal Nico, qui était qui avait annoncé sa venue, qui s'était inscrit.
Et puis il y avait aussi Marie Genevray, qui voilà, n'a pas pu venir, à cause de ses enfants, tout simplement, son mari étant en déplacement souvent. Et elle a des petits-enfants. Donc voilà, alors si vous regardez la liste, moi j'ai été surpris de voir que par exemple Christine Boutin, ancien ministre, qui défend une vision. Alors Christine Boutin, elle a été horrible avec le front. Hein. Elle avait traité Marine de grosse vache une fois. Oui, je vous assure. Cette grosse vache. Eh bien, n'empêche qu'elle a fait voter pour elle. C'est la seule de toute la droite qui a dit clairement « Je vote Marine Le Pen ».